Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Contrepoints de la santé avec la ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Le Bodo. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Entre deux déplacements, dans le cadre du débat sur la fin de vie, en Italie et en Belgique en début de semaine et au Royaume-Uni ce soir et demain. Organisation territoriale et profession de santé. Aucun ministère n'a jamais eu en France, ni d'ailleurs sûrement dans le monde, s'est intitulé et cette mission. C'est dire combien ce thème est majeur aux yeux de l'exécutif. Territoire et soignants, deux mots magiques qui font consensus, mais dont les modalités de réforme suscitent de fortes oppositions et de nombreuses interrogations. Comment allez-vous réussir là où vos prédécesseurs n'ont pas trouvé la bonne manière pour réduire les déserts médicaux, instaurer un pacte territorial pour assurer la permanence et l'universalité des soins, pour reprendre les mots du président de la République, et aussi accélérer les partages de tâches entre professionnels. En principe, ce jeudi, ces derniers jours de négociation de la convention médicale entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, on en parlera. Nous vous interrogerons aussi sur les thèmes qui vous occupent, les médecins étrangers, les PADU, c'est un de vos sujets auxquels vous espérez trouver des solutions, les praticiens à diplôme hors Union européenne, la santé et l'environnement, l'approche One Health et évidemment surtout le débat sur la fin de vie. Cette émission est enregistrée jeudi 23 février dans la matinée à la Villa M. Pascal, première question. On va commencer, merci d'être avec nous, on va commencer par le début et notamment par l'ambiance du moment. Les médecins, ici d'ailleurs pas très loin, sont descendus dans la rue en nombre, et notamment en disant qu'ils étaient contre beaucoup de choses. Alors il y a eu la loi Rist, il y a eu qui a focalisé leur mécontentement visiblement. Le tarif, Philippe a raison de le rappeler, mais vous allez dévoiler, je crois que vous allez nous dire exactement comment les choses vont se terminer et quelle est la valeur de la consultation. Vous nous avez dit ça juste avant. Parce que quand même, les choses, Madame la Ministre, se passent en général. Les grandes choses se passent au contrepoint de la santé. 30 euros ou pas, Pascal. Oui. Voilà. Ah, on n'est plus à 50. D'accord. Voilà, les médecins, effectivement, sont mécontents. Il n'y a pas que les médecins qui sont mécontents. Il y a effectivement cette question du tarif de la consultation, mais il y a, d'une autre manière générale, une situation qui est difficile, visiblement, dans le secteur de la santé. Vous, j'imagine, évidemment, et vous l'avez dit vous-même plusieurs fois, vous sentez bien les difficultés. Alors, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on trouve des solutions, qu'on va trouver des solutions, ou que l'on va s'enfoncer dans cette crise? Comment la qualifieriez-vous d'ailleurs? Crise de confiance, crise systémique, crise ou crise tout simplement, pour la pharmacienne que vous êtes, une petite crise passagère? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ce matin pour cet épisode des Contrepoints. À la lecture, à l'écoute de votre lecture, je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup de travail, mais que tout ça était à la fois passionnant et clairement le sujet du moment. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier cette crise. En tout cas, une chose dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas une petite crise. C'est une crise qui résulte de plusieurs mini-crises. Et nous sommes très clairement, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans le mur. Dans le mur parce que depuis des années, depuis de très nombreuses années, je crois qu'on peut clairement dire que c'est presque une faillite collective, nous avons mis des rustines. Et qu'à un moment, à force de mettre des rustines, le pneu, il éclate. Et qu'après après la sortie de cette crise sanitaire, même s'il faut toujours être très prudent lorsqu'on parle de sortie de crise sanitaire, nous avons appris à vivre avec le virus, mais il est encore là. Eh bien, il y a eu une accélération de cette fatigue, pour certains, de cette crise de confiance, de cette perte de sens à l'exercice de leur profession. Et le cap que nous a fixé le président de la République le 6 janvier dernier lors des vœux aux acteurs de la santé, c'est bien en premier lieu, de redonner du sens à tous les professionnels de santé. Je dis bien à tous les professionnels de santé, parce que c'est bien notre système de santé qui est malade. Et l'objet de la refondation de notre système de santé, c'est à la fois refonder l'hôpital, mais aussi la ville, parce qu'il marche sur deux jambes, ce système de santé. On a l'impression que vous vous intéressez plus aux libéraux qu'aux hospitaliers.
Alors, si vous me posez la question à moi, Oui. c'est bien parce que ça veut dire que je respecte ma feuille de route. Donc, c'est plutôt bon signe. Profession de santé, c'est les libéraux pour vous. Non, mais c'est dans la feuille de route qui est la mienne. C'est plutôt m'occuper du système de ville. Mais il est évident, et je vous l'ai dit très clairement, que nous réussirions, et c'est pour ça que nous sommes, avec François Braun, nous formons un binôme. Il est évident que nous réussirons la refondation de notre système de santé que si nous refondons les deux. Oui. Parce qu'on voit bien que ce lien ville-hôpital dont on a beaucoup parlé, qui a été, j'allais dire, mis en lumière au moment de la crise sanitaire, il est absolument nécessaire. Si l'un ne va pas, l'autre va mal. Donc, vous ne voulez pas caractériser cette crise, vous dites qu'on est dans le mur, ou juste avant de... Alors elle est structurelle si vous voulez. Oui, structurelle sans doute. On a déjà eu des crises dans l'histoire, à votre avis, comme ça? Est-ce que c'est vraiment... Pourquoi y a-t-il ces raidissements actuellement? Et dont le fond, est-ce que c'est, ma question en fait, est-ce que c'est vraiment l'ampleur de la crise, ou peut-être parfois une forme de corporatisme chez certains qui pourrait expliquer qu'il y a des raidissements? Il y a aussi une convention qui va être négociée, donc bon, on est quand même dans un moment d'actualité, ça nous l'avons connu. Non mais le moment des négociations d'une convention, quel qu'il soit, dans tous les domaines, c'est toujours un moment de tension, c'est le principe. Une convention, c'est on négocie... alors pas l'un contre l'autre, enfin l'un avec l'autre, dans un système normalement de gagnant-gagnant. C'est le principe d'une convention. Donc c'est toujours un moment de crispation. Ce moment de crispation, je le redis, il est sans doute un peu plus important, même si j'ai quand même souvenir de conventions, c'est toujours compliqué la négociation d'une convention, j'ai quand même souvenir de médecins en grève il y a quelques années déjà. Même avec certaines violences. Même avec certaines violences. On l'a pas connu cette fois. Hein. Oui. Non, mais c'est, je le redis, c'est aussi la professionnelle de santé qui va permettre de sortir un petit peu de son rôle de ministre, mais se dire que, et je sais qu'il y a des professionnels qui ont beaucoup été sur le terrain pendant la crise sanitaire, cette crise sanitaire, elle a été physiquement et psychologiquement épuisante. Elle a duré longtemps, elle a duré 2 ans, pendant lesquels beaucoup de professionnels n'ont pas pu prendre de vacances. Et donc c'est aussi ça, c'est aussi cette fatigue qui s'est accumulée depuis des années. Certes, il y a tout ça, hein, la situation est difficile, Pascal a raison d'insister, mais aujourd'hui, on vit un tournement quand même. Le président de la République, il l'a très clairement dit, on ne peut plus continuer comme ça, il faut mettre l'argent là où on en a besoin. C'est le contrat d'engagement territorial, c'est le pacte territorial. Donc dans la convention, bon, il n'y a pas que les médecins dans le système de santé, mais là, les médecins vont devoir s'engager, ce qui est nouveau. On a l'impression que vous privilégiez plus l'attente des patients que les médecins. On a l'impression que vous passez un petit peu en force, et vous le dites d'ailleurs, c'est un peu la dernière chance. Faut être très clair, nous sommes à un moment, je pense à un moment charnière de l'évolution d'abord de la pratique de la médecine. On va le redire ici, mais on l'a tellement dit mais c'est bien parfois. La communication, c'est l'art de la répétition. 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant. 657 000 qui ont une pathologie chronique qui doit être suivie. La question qui est la nôtre, avec une démographie médicale qui baisse, qui continue à baisser, parce que des médecins partent à la retraite, parce que nous prenons aussi de plein fouet un phénomène sociétal que personne n'avait anticipé de cette ampleur, c'est-à-dire que le rééquilibrage vie personnelle, vie professionnelle, il s'accélère, et il s'accélère aussi dans le domaine de la santé. Voilà, vous avez tous entendu cet été des restaurateurs qui cherchaient des personnels pour travailler et avaient du mal à le trouver. Mais les médecins n'en peuvent plus, et vous leur demandez d'en faire plus. C'est ça qui... Je vais terminer. Si voilà. Et donc, nous prenons aussi de plein fait. Donc, c'est un médecin qui part en retraite. Avant la crise sanitaire, il en fallait en moyenne 2,2. Aujourd'hui, un médecin qui part en retraite, il en faut 3. Comment nous, pouvoirs publics, qui avons l'obligation de répondre de façon équitable à tous nos concitoyens sur tout le territoire, de répondre aux besoins de santé, on y arrive? Eh bien, très clairement, et c'est aussi ce pourquoi le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge existe, on ne va pas y arriver tout seul. On va y arriver avec les professionnels, je dis bien avec les professionnels, on va y arriver avec les territoires. C'est bien ensemble qu'on va construire cette réponse. D'abord, en travaillant avec tous les professionnels, et la crise sanitaire a été dans ce domaine un accélérateur. On a appris à travailler ensemble, ça s'est fait naturellement. Madame Amélie, là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le contrat d'engagement territorial. Est-ce que vous pensez que les médecins vont y adhérer? Est-ce que vous pensez qu'ils vont le signer individuellement? Donc c'est quand même assez nouveau comme méthode. Nous sommes, je le redis, à un moment où on doit, nous aussi, répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Moi, je sais que les médecins traitants,
généralistes qui ne peuvent pas prendre de nouveaux patients le font pas de gaieté de cœur. C'est jamais satisfaisant pour un médecin de se dire « je ne peux pas prendre en charge quelqu'un qui a besoin de moi ». Donc comment on y arrive? On y arrive d'abord en dégageant du temps médical. C'est ce qu'on fait avec les assistants médicaux, avec la simplification administrative, qui est un vrai enjeu, qui est une vraie demande des médecins. Et puis, en travaillant le médecin avec d'autres professionnels. On dégage du temps médical pour pouvoir prendre d'autres patients. La CNAM, qui est à la manette pour ces négociations, elle a proposé quelque chose d'important. C'est d'abord une revalorisation de la consultation socle. 30 € donc, si non, on adhère. 26,50 €. Consultation 26... socle. Alors, socle, 26,50 €. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Si on n'adhère pas au contrat d'engagement territorial. Et parce que nous sommes collectivement devant une obligation de résultat, très clairement, nous proposons la signature d'un contrat d'engagement. On signe un contrat si on le veut. Si on le veut, ce n'est pas une obligation. Oui, on signe un contrat. On gagne plus. Ah bah, non mais... Consultation socle, il passe de 25 à 50. Si on le souhaite, on signe ce contrat d'engagement avec donc, puisque le chiffre a été annoncé hier, la consultation qui passe à 30 €, avec une augmentation du forfait traitant, avec la consultation, avec 3 niveaux de consultation. Donc on voit bien que ça n'est pas contre rien. On est bien dans ce que le président de la République a souhaité, dans du gagnant-gagnant. Nous devons ensemble apporter des réponses. On dégage du temps médical, donc on peut prendre ensemble un peu de nouveaux patients et répondre en priorité à ces 657 000 de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. Est-ce que vous pensez que les médecins vont adhérer à ce contrat d'engagement territorial qui est quand même particulier dans la démarche conventionnelle? C'est particulier dans la démarche conventionnelle parce que nous sommes à un moment compliqué. Nous sommes à un moment compliqué. Je crois qu'il faut que chacun... en disant ça, les médecins vont dire que je dis qu'ils ne sont pas responsables. Ce n'est pas vrai. Ils en ont conscience. Ils en ont conscience. Nous avons tous une obligation de résultat. Je le dis, nous avons tous une obligation de résultat et on va y arriver que si on le fait ensemble. Après, certains disent, nous, on veut la consultation. Je vais prendre ceux qui avaient réclamé la consultation à 50 €. Très clairement, quand vous leur dites, ils nous disent, nous, on ne prendra pas de nouveaux patients. Vous croyez que nous sommes à un moment où on peut faire ça? Moi, je ne le crois pas. Au Québec, il y a une expérimentation, paraît-il. L'augmentation du prix de la consultation a fait que les médecins travaillent moins. Parce que donc c'est un risque. Voilà. Et ce risque, nous l'avons clairement mesuré. Ce risque, nous l'avons clairement mesuré. Je le redis, nous sommes à un moment charnière où nous avons un besoin de réponse. Bien sûr, on entend la colère des professionnels de santé. Bien sûr, on comprend... Mais la colère est forte parce qu'on va en parler. Mais nous entendons aussi la colère des Français qui disent... pourquoi les médecins ne prennent pas de nouveaux patients? Oui, mais la proposition de loi de Mme Harris, donc le partage de tâches, qui n'était pas énorme comme partage de tâches, il y a eu des réactions très 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 vives des professionnels de santé. D'un côté, d'ailleurs, des médecins comme des infirmiers qui disent ça y est, nous on peut faire tout ce qu'on veut, on va avoir en accès direct les patients. Comment vous réagissez par rapport à cette difficulté de faire passer, justement, c'est la première question de Pascal, de faire passer ces évolutions et ces réformes? Alors, la radicalement modérée que je suis, à la fois je me dis que ces réactions très excessives d'un côté, mais aussi de l'autre, de la part parfois de certaines professions, disons on va pouvoir tout faire. Les infirmiers, je le redis très clairement. La volonté du président de la République, c'est de dire, et d'ailleurs il l'a clairement dit le 6 janvier, c'est le médecin traitant généraliste reste la pierre angulaire du système de santé. Mais nous avons à côté des professionnels de santé qui ont des compétences et comment on fait profiter aux patients, dans le cadre d'un parcours coordonné, des compétences de tous ces professionnels de santé. Je crois que c'est ça l'objet. Mais ils ne vous entendent pas pour l'instant. Mais si, ils nous entendent. Mais je vais vous dire très franchement ce que je pense. Parce que je le dis très franchement, toujours ce que je pense. Et surtout ce que je vois, puisque j'ai fait plus de 60 déplacements depuis le mois de juillet. Quand je vais sur les territoires, mais ça se fait tout seul et ça se fait naturellement. C'est ce qui me rassure. C'est ce qui me rassure. Quand on va sur les territoires, combien de fois je vois, et puisque je vais dans des CPTS, puisque je rencontre beaucoup de soignants, je dois avoir rencontré plus de 1000 soignants sur les territoires. Mais ils me disent, mais nous, on le fait naturellement. Les CPTS, ça marche, Agnès Firmin-Lebaudot? Ça marche très bien, oui. Mais vraiment. Mais elle marche c'est comme pour tout, il y a une certaine liberté d'action. Et le mot liberté, autonomie, il est important dans notre système français. Les CPTS, j'en suis membre d'une. Dieu sait si les CPTS, je n'étais pas spécialement... Vous n'y croyez pas au début. J'étais pas très... Voilà. C'est le président de la République qui vous a convaincu? Pas du tout. Pas du tout. Parce que la crise sanitaire est passée par là.
Parce que j'ai bien vu que, naturellement, la CPTS, elle est venue à moi, elle s'est créée toute seule, de facto. Et c'est ce qu'on dit partout sur les territoires. Et donc, moi, je suis Pourquoi il y a assez surprise entre le décalage de ce que je vois sur les territoires, de ce que j'entends sur les territoires. Quand je vais en semaine dans mes déplacements à travers la France, quand je rentre parfois chez moi le week-end, où j'ai beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de professionnels de santé le week-end, ou ce que j'entends, ce que je vois... À la maison. Non, on évite les rendez-vous à la maison. Mais entre ce qui se discute au 14 avenue du Ken et ce que je vois sur les territoires, le décalage, il est énorme. Pourquoi il y a ce raidissement actuellement? Parce qu'on ne peut pas dire que les organisations syndicales dites représentatives, que ce soit d'ailleurs chez les médecins, je cite par exemple MG France, ou la CFDT sur les retraites, enfin, etc. Ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui sont a priori également par nature constructifs, et pas des conservateurs nés, si. Non, Pourquoi ça se raidit comme ça? Mais parce que dans une convention, il y a toujours un moment compliqué. On arrive à la fin de la négociation de la convention. Et je le redis, les médecins ne vont pas bien. On le sait, on l'entend. Et quand on ne va pas bien, les réactions sont toujours un peu plus excessives. Mais je le redis, nous avons aussi, gouverner, c'est aussi prendre des décisions. Et quand on prend des décisions, elles sont à la fois... c'est du 50-50. Hein. Sur les CPTS dont on a parlé, Pascal, vous prévoyez la généralisation des communautés professionnelles territoriales de santé à la fin de l'année, alors qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile d'en créer, d'en développer, parce qu'évidemment, le plus simple a été fait au départ. Aujourd'hui, il y en a plus de 700 en réalité en projet, mais 300, un peu plus de 300 qui fonctionnent. Est-ce que c'est un tel succès? Est-ce que vous pensez vraiment tenir le timing de généralisation effective des CPTS à la fin de l'année? En tout cas, on va s'en donner les moyens. Une mission est lancée, le Tour de France des CPTS, pour voir celles qui fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent, comment elles sont nées, comment elles ont été construites, voir aussi celles qui ont du mal à démarrer, quels sont les freins, pour essayer de lever ces freins, et puis inciter les territoires où il n'y a pas encore de CPTS à le faire. Je vous le redis, il y a de très très beaux exemples de CPTS, et je le redis, lorsque les professionnels travaillent entre eux, on arrive à faire de belles choses. Est-ce que c'était pas un peu malhabile, la loi Rist, à ce moment-là? C'est ce que d'ailleurs souvent, parfois les médecins ont dit, convention et en plus loi Rist. La loi Meignier-Valtou a été retirée au dernier moment. Oui. Alors, mais la loi de Madame Rist, en revanche, a été votée. D'horizon. Alors, pourquoi vous avez retiré la loi, la PPL, la proposition de loi Meignier-Valtou? Vous savez, madame, c'est en même temps, il faut être en même temps. Oui, alors, j'ai l'impression d'avoir une stéréo, là, c'est assez drôle. Comment vous dire? En France, il y a quelque chose d'important. Le législatif et l'exécutif. Il se trouve que j'ai fait partie du législatif et j'aimais bien qu'on respecte le législatif. Donc maintenant que je suis dans l'exécutif, je suis très vigilante à ce que le législatif soit respecté. Il se trouve que ce sont des propositions de loi qui sont issues donc de parlementaires, de députés, et dans le cadre des propositions de loi, c'est l'Assemblée nationale qui maîtrise son calendrier. Ça, c'est la première des réponses. Sur la deuxième, puisque je vois bien que si je n'y réponds pas, vous allez y revenir, donc je vais y répondre. Moi, je salue la décision prise par Frédéric Valtou, qui a considéré que la PPL qui avait été déposée par Thomas Meignier avait été déposée avant des évolutions, notamment avant des évolutions dans le cadre du PLFSS, avant que la loi Rist ne soit débattue, et a considéré que le moment où cette PPL serait discutée, ça n'était pas la peine de recréer des tensions importantes. Donc je salue la décision prise par Frédéric Valtou et Laurent Marcangeli. C'est important pour vous, qui êtes dans l'exécutif, que cette PPL Rist ait été votée quand même par une très grande majorité des parlementaires. C'est significatif, c'est important. Elle a été votée à l'Assemblée nationale, je crois, à l'unanimité. Donc c'est une très grande majorité. Mais oui, c'est un signal. C'est un signal qui montre à quel point les parlementaires pensent que c'est une partie de la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. Je dis bien, c'est une partie de la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. Et dans cette PPL Rist votée à l'Assemblée, elle n'a pas été votée dans le même format au Sénat, il y avait l'engagement territorial. Mais sur les territoires, est-ce que, si on va au fond du fond, sur un territoire, personne
en réalité un intérêt à travailler ensemble aujourd'hui. Alors il y a des CPTS qui se créent, il y a plein de choses qui se créent, mais il n'y a pas d'incitation financière, c'est le paiement à l'acte. Les hôpitaux ont créé des GHT, mais c'est sur territoire, c'est pas relié avec les médecins de ville. Les cliniques, les établissements privés n'ont pas d'obligation, ils peuvent prendre les missions qu'elles veulent. Comment faire en sorte qu'il y ait ce qu'a dit le président de la République, ce consortium d'acteurs de la santé, comment faire vraiment ensemble pour sortir, ce que vous disiez au départ, de mettre des rustines sur des plaies qui saignent? Alors d'abord, personne n'a intérêt à travailler ensemble. Si, tout le monde a intérêt à travailler ensemble. Je m'inscris en faux contre cette formule. D'abord parce que sur le plan purement professionnel, c'est intéressant de travailler avec d'autres professionnels. Et je vous rappelle que si on s'engage dans ces métiers, c'est bien dans l'intérêt du patient. Et l'intérêt du patient, c'est bien que tous les acteurs travaillent entre eux. Donc ça, oui, il y a forcément un intérêt à travailler ensemble. Le président de la République, le 6 janvier, il a dit beaucoup de choses. Et il a parlé du pacte territorial. Ce pourquoi mon ministère a été créé, c'est parce que le président de la République et la Première ministre ont fait campagne l'année dernière, en 2022, comme bon nombre d'entre nous. Et cette campagne, elle a duré 4 mois, entre les présidentielles et les législatives. Il n'y a pas un jour, où nous avons tous été abordés par des Français qui n'avaient pas accès aux soins. Et donc, là aussi, la crise sanitaire a montré à quel point l'accompagnement des collectivités dans la mise en place de solutions, et le meilleur exemple, et celui qui illustre bien tout ça, c'est les centres de vaccination. Comment, avec les collectivités, avec l'État représenté dans nos territoires par les préfets et par les ARS, on a pu répondre vite en montant ces centres de vaccination et avec les professionnels qui ont été, j'allais dire, très volontaires pour participer. Et donc, ce ministère, c'est la résultante de ça. C'est bien la décision unilatérale qui vient de Paris, du 14 avenue Duquesne, qui s'applique partout sur les territoires. Ça ne marche pas. Et c'est pas possible. Nos territoires sont vraiment très différents et que chaque territoire a besoin d'une réponse spécifique. Vous n'avez pas parlé des CNR Santé jusqu'à présent. Parce que vous n'avez pas posé la question. Non, mais c'était une réponse alors, à nos questions. Vous n'avez pas prononcé le mot. Est-ce que c'est vraiment, François Braun a beaucoup insisté dans ses vœux aux forces vives, est-ce que c'est vraiment la solution, les CNR Santé? On est allé à certains, en conclusion, c'est plein de bonnes intentions, mais c'est pas très structurant. J'allais y venir. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de mon truc là. Non, j'y viens. Organisation territoriale et profession de santé. Le « et » est important. Donc, la solution unique qui vient de Paris dans tous les territoires, ça ne marche pas parce que nos territoires sont différents. 87% de la France est un désert médical, je crois qu'il faut le redire, et que la réponse qu'on apporterait en Île-de-France ne peut absolument pas être la même que celui de Saint-Georges de Luzançon dans lequel j'étais il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est bien territoire par territoire qu'il faut apporter des réponses, d'où l'intérêt de ces CNR Santé que nous avons lancé le 3 octobre au Mans, dont nous donnerons, j'allais dire, les conclusions mi-mars. Et la volonté du président de la République, c'est bien de créer, non pas un engagement territorial comme les médecins se le voient proposer en termes de contrat, mais un pacte territorial où, à l'échelle de chaque territoire, on va partir sur une maille départementale et chaque territoire pourra s'adapter. Nous mettrons ensemble, dans le cadre de ces CNR, tous les acteurs, les hôpitaux, le privé, mais les CPTS, mais aussi les EHPAD et les collectivités territoriales, pour qu'ensemble, chacun dans ses compétences, on puisse répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Mais concrètement, c'est bon, une bonne intention, mais c'est quoi un pacte? Comment ça va se dérouler? Justement, c'est ce qu'on est en train de construire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va vous réinviter. Justement, c'est à l'échelle d'un territoire. Vous avez donc votre pacte territorial dans lequel, bien sûr, vous avez les représentants de la santé. C'est comment on coordonne la permanence des soins dans les établissements. Il n'est pas normal que, dans le cadre des soins, ce soit toujours l'hôpital public qui prenne les gardes. Donc comment on le coordonne avec le privé? Et ça marche que si on travaille ensemble. C'est pas facile. Non, mais justement, c'est important parce que c'est bien ce qu'on va faire, oui. Voilà. C'est pas parce que c'est pas facile qu'on va pas le faire. Est-ce que vous allez, parce que là on est dans la méthode, est-ce que vous allez inciter ou obliger ce que disait un directeur d'ARS sur l'organisation territoriale de Nouvelle-Aquitaine, il disait on peut pas imposer aux établissements privés de prendre des gardes s'ils opèrent des cataractes, les soins programmés, mais on peut pas forcément. Les établissements privés choisissent l'activité qu'ils veulent avoir. Est-ce que c'est vrai?
Comment vous allez faire en sorte que la mayonnaise prenne quelque part? Il y a des choses. Faut être pragmatique quand on répond. Et nos concitoyens, ils n'ont plus besoin de grands trucs. Ils ont besoin de réponses pragmatiques. Ils ont besoin de savoir que quand ils vont aller quelque part, s'ils ont besoin d'un urologue de garde, il l'est. Peu importe qu'il soit du public ou du privé, il faut qu'on ait un urologue de garde. Et je prends volontairement l'urologue parce que c'est une spécialité comme une autre. Mais franchement, à l'échelle d'un territoire, il n'est pas normal que ce soit toujours l'urologue du service public qui soit de garde. Voilà, et je sais, là aussi, on va faire appel à la responsabilité collective. Je sais que, notamment Lamine Garmi, le représentant du secteur privé, est très favorable à ce qu'on travaille comme ça. Mais ça doit se construire. Et ça ne marche que si ça se construit, que si on prend l'habitude de travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire qu'on est dans un pacte où on est tous ensemble. Avec des principes nationaux et une application territoriale. Territoire par territoire. Il y a une mission IGAS sur ce sujet, sur le fait que l'on puisse vraiment bien répondre aux urgences de ville, et notamment avec l'implication d'autres acteurs, pas uniquement. Il y a une mission IGAS actuellement? J'en sais rien. Oui, sans doute. La question était bonne. Il y a beaucoup. Ah oui, Pascal, c'est une de nos Pascal, non, mais franchement, il y a beaucoup une question sur les. Il faut qu'on avance sur les PADU et puis après on passera la parole à Odile Peixoto sur le sondage BVA, ce qu'en pensent les Français de tout ça. Les PADU, c'est-à-dire donc les praticiens à diplôme hors Union européenne. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous en avez parlé aux forces vives. Oui, c'est une question à ce niveau, donc sur les médecins étrangers. Vous semblez avoir fait appel, vous voulez faire appel à plus de médecins étrangers dans une logique d'immigration choisie. D'ailleurs, le terme, je crois, a été employé par M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous voulez donc régler, je crois, 3500 dossiers de PADU, dits de stock, et augmenter de nouvelles entrées. D'abord, ma question, c'est est-ce cela? Il y a même d'ailleurs un programme qui s'appelle Talons Profession Médicale et Pharmacie. La question, c'est est-ce qu'il faut vraiment faire appel à plus de médecins étrangers, ou d'ailleurs au risque, c'est quand même philosophiquement important, au risque peut-être de déshabiller ces pays. Oui, merci. De vider l'idée. Oui. Heureusement que Philippe vous faites un vrai numéro de claquettes tous les deux là. Non, au cas, il n'est pas impossible que j'hésite sur certains mots. Je me permettrai de les rectifier si jamais. Alors, on vous laisse la parole. Alors. Et donc, effectivement, que l'on puisse vider certains pays voisins qui ont besoin également de médecins de cette force, de ces forces vives médicales. Alors, vous avez sans doute relu le message aux forces vives. Je vais vous inciter à le relire. Je ne crois pas que ce soit tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit qu'actuellement, nous avions sur notre territoire des praticiens dont le cas n'avait pas été réglé suite au vote d'une loi en 2019. Donc, ça veut dire des praticiens qui, au 31 décembre 2022, n'avaient plus de statut et ne pouvaient plus exercer. Je vous rappelle quand même que ce sont des hommes et des femmes qui sont là, qui travaillent dans nos hôpitaux. Sur le plan humain, il était important d'apporter une réponse. Ces praticiens n'avaient pas eu de réponse à leur dossier. On ne va pas rentrer dans la procédure parce que c'est un peu long, mais il y avait une procédure qui avait été établie pour valider leur diplôme. 3500, c'est ça, voilà. C'est beaucoup. Et donc en juillet 2022, lorsque je suis arrivée, on avait 3500 praticiens qui n'avaient pas leur situation, j'allais dire, réglementaire suite au vote de la loi réglée. Il fallait le faire avant le 31 décembre. Je crois pouvoir dire que c'était impossible. Nous avons décidé de prolonger ce délai jusqu'au 30 avril pour régler cette première partie, c'est-à-dire des praticiens hors Union européenne qui sont arrivés sur notre territoire avant 2019. Ça, c'est la loi. Ce sujet-là, il sera réglé. J'avais pris l'engagement que ce serait fait, et ce sera fait. Et je remercie le Centre national de gestion du ministère d'avoir mis les moyens nécessaires. Je remercie aussi l'Ordre des médecins, puisque ce sont des médecins qui participent au jury, d'avoir mis tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse régler ces problèmes. Ça, c'est le stock. Et il y a le flux après. Et le flux, cette loi, elle intégrait une nouvelle méthode pour pouvoir valider les diplômes. La première session a eu lieu en février 2022. Nous avons tiré les conclusions de cette première session qui ne donne pas entière satisfaction et nous travaillons à proposer des solutions d'amélioration pour que les praticiens qui souhaitent, sur la base du volontariat, venir en France, exercer, on puisse faciliter leur parcours et parfois ne pas imposer, comme la loi l'exige de façon unilatérale, 2 ans de stage à un grand chirurgien américain qui viendra en France. Ce n'est pas très attractif, c'est plutôt essayer de faire l'inverse. On évalue ses compétences à son entrée et on lui permet de faire un stage uniquement de 6 mois pour voir s'il s'adapte et après, il a son diplôme validé. On essaye d'accélérer le process lorsqu'on peut le faire. Mais on est bien toujours dans une validation d'acquis parce que nous devons aussi apporter la nécessaire sécurité de la qualité du professionnel
sans créer de Mais distorsion finalement, avec nos professionnels français. Votre vision, votre souhait, c'est d'augmenter l'arrivée de médecins. La question par rapport aux pays en voie de développement qui forment des médecins qui vont après exercer en Europe, est-ce que c'est pas un problème? Comment vous pensez régler ce sujet? Est-ce qu'à un moment, j'ai dit qu'on souhaitait faire venir... Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Sur la base du volontariat. Oui, mais voilà. Mais s'il y a il y a aussi des professionnels français qui souhaitent aller travailler dans d'autres pays. Oui. Dire, si vous créez des conditions attractives, il y en aura d'autant plus. Est-ce que c'est pas un risque quand même? Alors, je ne sais pas si on peut parler de risque. Je vous rappelle qu'on manque de professionnels. Donc non, mais c'est aussi au niveau mondial. Mais le risque, il est dans tous les pays. Tous les pays accueillent des professionnels venus de tous les territoires et de tous les pays. Vous remarquerez que j'ai volontairement cité le cas d'un chirurgien américain. Ça ne nous avait pas échappé, il devait y en avoir beaucoup. Alors, voilà. Mais il y en a, parce que j'ai le cas, donc c'est pour ça que je le dis. Voilà. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Donc maintenant, on fait pour chaque contrepoint de la santé un sondage avec BVA Santé. Odile Pexetto va nous dire les grands enseignements de ce sondage. Bonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le détail des missions de Madame la Ministre, la cote de confiance de l'action du gouvernement en matière de santé, donc, qui avait connu une embellie en janvier dernier, malheureusement, le climat se détériore un peu après les vœux peut-être du président où on était à 36% d'opinion favorable et là on est passé à 28% d'opinion favorable. Alors il y a un contexte de grogne, on l'a évoqué, c'est peut-être une clé d'explication. Sur le sujet des déserts médicaux, on a abordé le sujet sous deux angles. D'une part, la perception. Tout simplement, on a demandé aux Français, est-ce que vous, dans votre territoire, vous vous sentez habiter un désert médical ? On a 29% des Français qui considèrent qu'ils sont déjà dans un désert médical, 46% dans un territoire qui est en train de le devenir. Donc, ce qui fait 75% qui se sentent quand même un petit peu fragilisés sur ce plan. En termes factuels, pour vérifier quand même cette perception, on voit que c'est un petit peu moins noir, mais que ça correspond quand même aux chiffres qu'on a de ceux qui estiment être dans un désert médical, puisqu'on a 36% des Français qui ne peuvent pas avoir de rendez-vous avec un médecin généraliste en moins d'une semaine, 11% qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec un médecin généraliste en moins de 3 mois. Sur les spécialistes, on est à 33% des Français qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec un spécialiste en moins de 3 mois et 66% en moins d'1 mois. Donc on voit quand même, et effectivement ces chiffres sont beaucoup plus importants parmi ceux qui se déclarent vivre dans un désert médical, bien évidemment. Donc on a quand même ce vécu et cette perception qui est quand même assez dramatique. Et de manière tout à fait naturelle, on a 82% des Français qui estiment que tout médecin, qu'il soit en exercice libéral, en exercice salarié, qu'il soit venant du public, venant du privé, on leur avait vraiment posé la question comme ça ce mois-ci, qu'il soit... voilà, tout médecin doit participer aux gardes. C'est notamment l'opinion d'ailleurs des plus seniors, dont 82% des Français et 87% pour les 50 ans et plus pensent qu'il faut que cette participation aux gardes soit effective. Et ça corrobore tout à fait le sujet qui avait été abordé en janvier, avec une façon de le présenter un petit peu différente, plus politique on va dire, mais on était déjà à 85%. Donc, alors, autre sujet qui rentre dans notre débat d'aujourd'hui, c'est les territoires. La notion de territoire semble clé. Et les Français ouvrent quand même une voie parce que 65% pensent aujourd'hui que les collectivités locales, leurs collectivités locales, ne mènent pas assez d'actions dans le domaine de la santé. Et 90% des Français attendent que l'État travaille en partenariat de manière beaucoup plus rapprochée avec les collectivités locales sur le plan de la santé. Alors on voit effectivement beaucoup d'attentes, on voit une situation qui est effectivement une situation de crise. Néanmoins, votre mission est quand même très complexe et les Français en ont quand même conscience parce qu'en même temps, ils disent qu'il faut quand même mieux reconnaître et mieux protéger les médecins. 87% des Français le souhaitent et c'est même 91% pour des Français qui souhaitent qu'on reconnaisse mieux, qu'on protège mieux les infirmières. Donc ça, c'est un premier sujet déjà très épineux, mais vous ne vous arrêtez pas là. Il y a aussi
Au-delà des déserts médicaux qui est déjà très très complexe, on a le débat sur la fin de vie. On a posé quelques questions aux Français et là aussi, nos concitoyens sont assez mesurés, on va dire, ou en tout cas assez sages, comme toujours. Je suis toujours fascinée par la sagesse de notre opinion, contrairement à ce qui est dit un peu partout. On a 88% des Français qui sont favorables, alors écoutez bien la définition, à ce que chaque patient, c'est comme ça qu'on leur a posé la question, atteint d'une maladie incurable à court terme, puisse choisir de mettre fin à sa vie en toute conscience et recevoir une aide active. Donc, tel que libellé, 88%, près de 9 Français pour 10 sont d'accord. Dans le même temps, il y a quand même 42% qui pensent aussi que l'aide active à mourir est la porte ouverte à de nombreuses dérives. Donc il y a bien un encadrement très précis et c'est tout à fait judicieux de prendre son temps, de débattre. On a 29% seulement qui pensent que la décision de mourir est trop grave pour être confiée aux humains. On avait libellé l'item comme ça et c'est intéressant parce que là, on a nos jeunes, les 18-24 ans, qui sont 48% à être d'accord avec ça. Donc vous voyez, les jeunes sont encore plus sages, comme sur plein de sujets d'ailleurs. Et on n'est pas à la fin des sujets complexes, et j'en termine, puisque vous avez évoqué l'environnement, le concept One Health. Alors on a testé, évidemment dans un sondage aussi court, un thème aussi complexe que One Health relève un peu d'une gageure. On l'a présenté comme une approche permettant de penser la santé de façon unifiée pour l'homme, les animaux et l'environnement. Et on a seulement 11% des Français qui en ont entendu parler, ce qui est quand même désastreux après la crise de la Covid, qui est quand même au cœur. Alors oui, mais on aurait dû en parler un petit peu plus, effectivement, même si c'est un terme anglais. Et on voit quand même que ça pourrait permettre d'adosser une véritable approche politique globale, puisque ça intéresse 46% des Français, notamment les femmes, notamment les jeunes, notamment les CSP+, qui sont peut-être un petit peu plus informés. Mais on voit que ce sujet a besoin de pédagogie parce qu'on voit que sur les 11% qui en ont entendu parler, on a 80% de ces 11% qui sont intéressés. Donc, quand on s'y intéresse, c'est un sujet qui fait sens. Oui, c'est vraiment un sondage passionnant, mais la ministre a pris beaucoup de notes, donc elle va répondre. Moi, je voulais vous dire, frappé par une chose, tous les Français voudraient que les médecins prennent les gardes. Je voudrais avoir un commentaire. Et d'autre part, j'ai été très frappé par le fait quand même que, à la question que Odile Peixoto de BVA pose, pour les médecins généralistes, quand même, on a son médecin généraliste à 21% en moins de 48 heures et 43% en moins d'une semaine. Enfin, moi, je pensais que la situation était plus catastrophique que ça. Alors, je ne parle pas des spécialistes. Alors, les gardes. Alors, en plus, vous le faites dans le désordre, ça ne va pas m'aider, parce que j'aurais aimé dire quand même à la première réponse que puisque quand le président parle, l'impression est meilleure, on va l'inviter à faire des vœux tous les mois. Ça va nous aider. Non, trêve de plaisanterie. Moi, je suis comme vous, plutôt d'un naturel optimiste, et j'aime bien plutôt regarder le verre plutôt plein, ou à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc vous avez dit 36% des Français ont rendez-vous en moins d'une semaine chez un généraliste. J'ai plutôt envie de dire, ça veut dire que 64% des Français ont un rendez-vous en moins d'une semaine chez un généraliste. Honnêtement, je pensais que ce serait plus difficile que ça. Ce qui veut dire que la situation est compliquée, et d'ailleurs, on le voit bien, 29% ont l'impression d'être déjà dans un désert médical, 46% pensent le devenir. Tout à l'heure, je vous disais que 87% de la France était un désert médical, on arrive à 75%, donc on est dans la même échelle. Mais ce qui veut dire aussi que, d'abord, les médecins généralistes essayent de répondre à la demande, mais ça veut dire aussi que les différentes mesures qui commencent à être mises en place depuis quelques années commencent à porter leurs fruits. Je pense notamment aux assistants médicaux. On a quand même 3600 médecins qui ont un assistant médical. Un assistant médical, c'est vraiment 15% de temps médical dégagé. Donc ça permet vraiment de pouvoir répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Je reviens à l'obligation des gardes. Je vais faire une réponse un peu plus large que celle-là. Les gardes, l'obligation de garde a été supprimée, je crois, en 2004. La jeune génération ne sait pas ce que c'est que prendre des gardes. C'est pas obligatoire. Donc elle ne connaît pas la situation de ce que c'est de prendre des gardes, même si
lorsqu'on appartient à une profession médicale, eh ben, on sait que c'est quelque chose qu'on doit faire. Enfin, ils en ont pris pendant leurs études. Oui, non, mais après, une fois qu'on arrive dans le monde libéral, les gardes, elles n'existent plus. L'obligation de garde n'existe plus. Donc, ça ne fait pas partie de leur champ. Comme les médecins actuels font de moins en moins de visites à domicile, le champ des visites à domicile ne fait plus forcément partie de l'exercice au quotidien. Je le redis, nous sommes contre toute forme d'obligation, de coercition, de régulation. Parce que nous pensons que ça ne marche pas en ce qui concerne l'obligation ou la régulation d'installation. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans les pays voisins et que d'abord, quand 87% de la France est un désert médical, j'ai coutume de dire que 0 fois 0 à l'école, on m'a appris que ça faisait toujours 0. Donc, quand vous n'avez pas posé la question. C'est bien, mais je vais répondre sur les gardes, parce que les gardes, ça me permet de refaire le lien avec l'engagement territorial. Le contrat d'engagement territorial. Et dans le contrat d'engagement territorial, il y a la possibilité de participer, toujours pour avoir cette consultation bonifiée, à 30 €, de prendre, soit de laisser son cabinet ouvert le samedi matin, je ne dis pas je dis soit de laisser son cabinet ouvert le samedi matin, soit de prendre des gardes de régulation, soit de participer au service d'accès aux soins et de mettre des consultations qui, elles, sont aussi bonifiées de 15 €. Voilà, donc on voit que les possibilités, elles sont ouvertes, elles sont nombreuses. Donc là, nous misons aussi sur la responsabilité collective, sur le fait que les médecins s'organisent entre eux à l'échelle d'un territoire. Mais comme ça se fait dans 95% du territoire, l'organisation des médecins entre eux pour la permanence des soins, elle se fait. Mais par contre, à une responsabilité collective, un engagement individuel, il ne faut pas que cette charge repose toujours sur les mêmes médecins. C'est bien pour ça que dans une logique de gagnant-gagnant, dans une logique de gagnant-gagnant, c'est bien ceux qui vont participer et ceux qui vont signer ce contrat qui verront leur consultation augmenter. Alors, Madame la Ministre, avant de parler de santé et environnement, le grand thème sur lequel on voulait vous entendre, c'est la fin de vie. Vous faites beaucoup de voyages en Europe, vous allez nous dire un peu ce que vous recueillez comme expérience, comme avis. Les Français sont à fond pour, la Convention citoyenne est pour, le sondage qu'on a fait est pour, une fin active, enfin une aide active à mourir. Vous aviez dit que vous aviez évolué sur le sujet. Alors, est-ce que le match est plié ? Alors, tout d'abord, le président de la République a souhaité, comme s'y était engagé lors de la campagne électorale, ça faisait partie de son programme, de lancer la Convention citoyenne le 9 décembre dernier, suite à l'avis du Conseil national d'éthique, qui disait, avec son avis 139, que la loi Claes-Leonetti ne répondait pas à toutes les situations. Et qu'ils étaient favorables à une aide active à mourir. Et que derrière ça, il fallait réfléchir à une aide active à mourir. Le président, donc la Convention citoyenne, a commencé ses travaux avec des règles du jeu le 9 décembre. Cette Convention citoyenne se terminera le 19 mars. 185 citoyens ont été tirés au sort. 184 sont encore en train de travailler. Ce qui montre à quel point les Français sont motivés par ce sujet. C'est un sujet de société sur lequel nous devons avoir un beau débat. Et pour l'instant, les débats se passent bien. J'en anime beaucoup. J'étais encore hier soir à Sciences Po. C'est exactement le même sondage. Les jeunes de Sciences Po. Vous n'étiez pas à l'Élysée à un dîner sur la fin de vie comme ça a été annoncé. Vous êtes très mal informé, dites donc. Comme ça a été annoncé dans un grand journal du soir. Ah oui, oui. Mais alors, la question... Je vais continuer. Oui, justement, sur ce sujet, est-ce que finalement, tout va vers cette possibilité d'organiser une aide active à mourir ? D'abord, la Convention citoyenne produira ses travaux le 19 mars. Je le dis, des règles du jeu ont été établies avant. Donc, laissons, la Convention et les citoyens travailler. Je suis allé les voir vendredi soir. Je peux vous assurer, et si ça vous intéresse, regardez les débats. Ils sont diffusés en direct. Franchement, c'est d'un très haut niveau. Et le travail qu'ils font est assez exemplaire. 2 ministres se sont vus confier aussi de mener des travaux de façon simultanée. Olivier Véran et moi-même, nous avons constitué un groupe transpartisan et un groupe de parlementaires, c'est députés et sénateurs qui travaillent ensemble, un groupe de soignants, alors des soignants de façon transpartisane, mais pas le même transpartisan, des soignants qui souhaitent faire évoluer la loi, d'autres qui ne le souhaitent pas. Et quand je dis soignants, c'est des aides-soignantes aux médecins, parce que les aides-soignantes et les infirmières sont les professionnels qui sont le plus longtemps au chevet des malades, et nous allons
Nous travaillons beaucoup, donc moi j'ai beaucoup consulté, j'ai beaucoup. Alors quel est votre sentiment aujourd'hui alors quand même? Et nous allons voir les modèles, je reviens sur les voyages, nous allons voir tous les modèles européens pour comprendre ce que je ferai ce soir et demain en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a fait la même démarche que nous, mais n'a pas fait évoluer sa loi. Moi je veux comprendre pourquoi. Nous étions hier en Belgique, non avant-hier, je sais plus comment je dis, avant-hier. En Belgique, les Belges, ça fait 20 ans qu'ils ont fait évoluer leur loi. Il était intéressant de voir, après 20 ans, quelle évaluation de leur loi ils en font. Je peux vous dire qu'on a entendu des choses très très intéressantes avec l'euthanasie comme méthode choisie. Nous étions il y a quelques semaines en Suisse, où la Suisse, eux, c'est très différent. Ils n'ont pas légiféré, la Suisse. La Suisse, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est un beau concept. Mais donc, ils ont choisi le suicide assisté. Nous étions en Italie lundi. L'Italie, ils ont un autre principe qui s'appelle la désobéissance civile. C'est-à-dire que le suicide assisté a été pratiqué et la Cour constitutionnelle a donné raison et donc a fait jurisprudence et a intimé au Parlement de légiférer. Nous sommes en Italie, le Parlement n'a toujours pas légiféré. Et j'irai peut-être en Oregon, si j'ai le temps, parce qu'en Oregon, il y a un modèle encore différent. Et l'idée, c'est de, là aussi, regarder tous les modèles, de savoir si la loi évolue, est-ce qu'il y a un modèle qui serait applicable, en prenant en compte à la fois ce que souhaitent les malades, ce que nous disent les soignants aussi. Il faut entendre aussi ce que nous disent les soignants. Madame Lamy, vous n'avez pas tranché, mais on voit bien qu'on va vers une aide active à mourir. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, il me semble quand même. Mais alors, les Français sont pour, quand même, donc ce serait étonnant qu'on n'aille pas dans ce sens-là. Mais beaucoup de soignants sont contre quand même. Alors, est-ce que cette aide active à mourir, c'est les soins. Comment vous voyez ça, vous qui êtes une professionnelle de santé aussi, comment un soignant peut rentrer dans cette logique? J'ai oublié de dire qu'on allait aussi en Espagne, et ça va me faire permettre le lien avec votre question, parce qu'en Espagne, lorsqu'ils ont légiféré, ils n'ont pas associé vraiment les soignants à leurs travaux, et donc il y a une vraie difficulté pour eux de mettre en place. Nous travaillons avec les soignants, et je dis avec des soignants qui ne sont pas favorables à l'évolution de la loi, et avec des soignants qui le sont. L'idée, c'est de réfléchir ensemble. Et si la loi devait évoluer, à quel modèle serait le modèle applicable et souhaitable en France? Je le redis, je pense très sincèrement, d'abord parce que notre système politique n'est pas le même que dans tous les pays, que notre système soignant n'est pas non plus le même, que nous avons une antériorité de 20 ans sur les soins palliatifs. Je ne sais pas s'il y a un modèle clairement duplicable comme la Belgique, comme la Suisse, à notre modèle français. Je ne sais pas. Alors quand mais en tout cas, et le vote au Parlement. En tout cas, je n'oublie pas de dire que le président de la République et la première ministre nous ont aussi demandé d'avancer très fort sur les soins palliatifs. Parce que ne pas opposer l'un à l'autre. Et nous avons une obligation, et c'est tout le travail que je mène aussi, avec les acteurs des soins palliatifs, de comprendre pourquoi, 20 ans après, nous avons encore 20 départements français qui n'ont pas accès à des soins palliatifs. Donc là aussi, c'est un véritable enjeu. Les délais, c'est quand vous allez conclure quand tout ça? Alors moi, je ne conclus pas. Moi, je travaille. Vous, le gouvernement. La Convention citoyenne rendra ses travaux le 19 mars, comme ça a été établi lors des règles du jeu. Je ferai, moi, une synthèse des travaux nombreux qui sont les miens, avec Olivier Véran, aussi au président de la République et à la Première ministre. Et après, il y aura évidemment des discussions pour une décision prise. En tout cas, pour prolonger ce que dit Philippe, on a quand même l'impression que l'idée maintenant a maturé, quoi, et qu'on va peut-être effectivement évoluer, d'autant que le gouvernement, le président de la République et la Première ministre, ce n'est pas être perfide de le dire, cherchent une grande loi sociale de ce type, une grande loi qui va marquer son ça, c'est plutôt sociétal, mais enfin sociétal, bon. Oui. J'allais le dire, que c'était plutôt une loi sociétale que sociale. En tout cas, à travers le débat qui est celui qui a été lancé en septembre, moi je tiens à dire une chose importante. D'abord, on le voit de la façon dont se passent les débats au CESE. Moi, je peux le dire, je fais beaucoup de débats, je fais beaucoup de déplacements, qu'à l'occasion de l'ouverture de ce débat, c'est aussi une occasion de nous réconcilier avec la démocratie. J'étais hier soir à Sciences Po sur un sujet difficile comme celui-là. Nous avons eu un très très beau débat. J'ai fait moi un débat dans une église à l'invitation d'un évêque. 300 personnes. J'ai fait un débat à Saint-Germain-en-Laye un jeudi soir à 20h, 230 personnes. Toujours avec le respect. Alors parfois ça se tend un peu, hein, mais c'est le principe de la démocratie, c'est le principe du débat. Mais sans jamais d'outrance. Et je le redis, nous avons l'occasion de nous réconcilier avec la démocratie. Et vous avez parlé d'évolution. Moi, j'apprends toujours en écoutant
et en écoutant beaucoup, et on apprend toujours. Nous aussi. Sur l'environnement, oui. Voilà, santé, environnement. Oui, il nous reste peu de temps avant une question de Renaud Degas. C'est votre sujet, alors d'autant Pascal. que Odile a dit qu'effectivement, on n'avait probablement pas, dit-elle, pourtant c'est une grande optimiste, dit-elle, peut-être problème de communication ou d'information, mais sur ce sujet, effectivement, les Français ne voient pas très bien quelle est la solution, ou en tout cas l'importance du sujet. Vous prenez des initiatives, hein. On vous a vu récemment, notamment avec d'ailleurs les doyens et les facultés de médecine, pour essayer de lancer des programmes de formation. Il y a d'autres initiatives. Que peut-on attendre sur ce sujet ? Par où vous prenez le sujet, oui, parce que c'est ça la question. Eh ben, j'ai l'impression d'avoir un ministère des premières. Pour la première fois, un ministre qui est au 14 avenue du Duquesne a dans sa feuille de route clairement écrit l'enjeu de la santé environnementale. Je crois qu'il est urgent, et la crise sanitaire qui est passée par là nous montre à quel point aussi on doit prendre en compte ce sujet. D'abord parce que les jeunes nous y poussent. Alors je ne sais pas si le concept de One Health est le bon terme, en tout cas c'est celui qui est donné au niveau mondial. On parle parfois d'une seule santé, c'est la traduction littérale. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce qui s'est passé cet été sur l'eau, par exemple, doit nous inciter fortement à prendre en jeu ces considérations de santé environnementale. Elles sont nombreuses. C'est un dossier qui est traité en interministériel. Je travaille beaucoup avec le ministère, bien sûr, de l'écologie pour les problèmes d'air et pour les problèmes d'eau, en termes de qualité, en termes de quantité, bien sûr avec l'agriculture, bien sûr avec la recherche. Il est important que nous puissions, mettre en avant ce sujet de santé environnementale. Je lancerai le groupe santé environnementale présidé par Anne-Cécile Violent au mois de mars. Avec Christophe Béchu et Bérangère Couillard, lancerons le plan eau. Et nous annoncerons les mesures. C'est clairement en interministériel. Moi, je prends en charge tout ce qui concerne la santé. Et on voit bien qu'en termes de qualité de l'eau, il y a des vrais enjeux. En termes de qualité de l'air, j'étais aux côtés de Christophe Béchu lorsqu'il a parlé des ZFE, parce que 44 000 de nos concitoyens décèdent à cause d'une mauvaise qualité de l'air. Donc on voit bien que les enjeux, ils sont multifactoriels. On peut parler des perturbateurs endocriniens, on peut parler de plein de choses. Exactement, 99 ou 97% des femmes enceintes ont des perturbateurs endocriniens qui pourraient provoquer des accouchements prématurés. Donc la situation est sérieuse. Et ça, c'est le Haut Conseil de la Santé publique qui le dit, qui a évalué 15 ans de politique publique. Vous avez dû lire ce rapport qui est assez impressionnant. Alors, comment vous allez l'engager réellement ? Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport sur les 15 années de politique publique dans ce domaine ? Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Quel est le virage que vous allez... D'abord, le virage, c'est de concilier à la fois les enjeux sur lesquels nous devons avancer en termes de transition écologique et de l'intégrer dans l'impact que ça a pour la santé environnementale, ou j'allais dire vice-versa. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment tous ensemble, et c'est pas factuel. À chaque fois que Christophe Béchu parle de transition écologique, systématiquement, je viens à ses côtés pour montrer à quel point ce dossier doit être traité de façon interministérielle. Avec Sylvie Retailleau, vous l'avez dit, nous avons lancé un module pour les jeunes médecins sur la santé environnementale. Ça veut dire que enfin, en 2023, les médecins seront formés à la santé environnementale. Mais on peut se réjouir que 32 facs aient accepté d'intégrer ce module, ce qui veut dire quand même qu'il y en a 4 pour qui la formation... 4 facs pour qui la formation ne sera pas donnée. Ça m'a frappé que les pharmaciens ne s'engageaient pas à ça. Mais les pharmaciens, ils vont venir, bien sûr. Mais bien sûr. Enfin, je ne sais pas, mais j'imagine. Non, mais c'est fou, les pharmaciens le font déjà naturellement. Non, mais c'est un vrai enjeu. Et avec Marc Fesneau, puisque nous arrivons au moment du Salon de l'Agriculture, nous allons lancer aussi... Le ministre de l'Agriculture. Nous allons aussi travailler avec ce sujet, avec le concept de One Health, et lancer un institut là-dessus. En fait, vous êtes une spécialiste pour faire travailler tout le monde avec vous, quoi. Oui, je crois que je travaille aussi pas mal avec eux. Bon, on travaille ensemble, quoi. C'est l'idée. Et puis on c'est important. Vous êtes une première de cordée, c'est ça ? Ça doit faire plaisir au président de la République. Je suis rien du tout, moi. Je suis comme tous les autres et on travaille ensemble. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Pascal, mais quand j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. Hein. Une question de Renaud Degas. C'est des questions donc qui nous viennent de LinkedIn ou de Twitter. Oui, merci. J'en profite pour signaler à tout le monde que
Nous sommes toujours bien sûr diffusés sur YouTube en tant que débat, mais également en podcast. Vous cherchez Contrepoint de la santé et vous nous trouverez. C'est très bien à écouter en audio aussi, en courant, en conduisant, en tout ce que vous voulez. Faisons attention. Ah non, pas en conduisant. Non, mais si, sur les haut-parleurs de la voiture. Oui, mais on regarde pas l'image. Hein. Non, au podcast. C'est pour ça, c'est tout l'intérêt. C'est sonore. J'ai deux questions qui nous ramènent au début du débat. Une première qui relance un petit peu la question de Philippe Leduc concernant le mode de financement et de tarification. Est-ce que aujourd'hui faire travailler ensemble les professionnels de santé de ville ne passe pas par une vraie modification du mode de tarification, clairement ne sortir clairement de l'acte et avoir des tarifs incitatifs ou des modes de financement incitatifs à travailler ensemble? C'est la première question, parce que visiblement, quand même, ce serait un des leviers phares, il semblerait pour beaucoup de monde, c'est quand même le financement et non pas la bonne volonté, si on est du côté un peu pessimiste des choses. Deuxième question. Je vous pose la deuxième question tout de suite. C'est à propos de la résistance des médecins. Ça fait plusieurs années que sociologues, observateurs et disent que les médecins souffrent d'un sentiment de déclassement par rapport à leur rôle central dans le système de santé. Et aujourd'hui, ils se prennent en face aussi un mouvement de partage des compétences, on va dire ça, avec la PPL RIST. Et est-ce que ce nœud de sentiment de déclassement et donc de résistance n'est pas quelque chose à accompagner un petit peu plus pour à la fois revaloriser le médecin tout en l'incitant à partager les tâches et les compétences? Je crois que les deux questions sont liées. J'ai suivi un peu. Sur la première des questions, je ne suis pas sûre que tout le monde, et notamment les médecins eux-mêmes, souhaitent abandonner la rémunération à l'acte. Ça, je vous le confirme. Donc, si on veut un point de crispation supplémentaire, par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Et puisque, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de terrain, il y a des expérimentations qui sont en cours, et notamment dans les centres de santé. Où on a des parcours de patients qui sont financés par un forfait. Et donc, ces expérimentations sont en cours, un peu sur le modèle suédois. Je pense que l'évaluation de ces expérimentations, parce que c'est bien d'expérimenter, mais c'est aussi très bien d'évaluer, ces expérimentations sont en cours. Une première phase de consolidation et d'évaluation en temps réel va avoir lieu là, fin juin. C'est intéressant. Moi, j'ai fait tout le tour des différents centres de santé qui sont basés sur, j'allais dire, le salariat, puisqu'il y a certains professionnels, et notamment des jeunes, qui souhaitent ne pas être en mode libéral, mais en mode salariat. Il faut aussi écouter ça. C'est aussi une des réponses au fait que les médecins puissent exercer leur profession. Ça donne des résultats plutôt assez intéressants. Et donc, on va regarder ça avec attention. Mais ce qui veut dire qu'il faut que, là aussi, quand on parle de forfait, donc je l'ai vu pour une prise en charge d'un patient avec d'autres professionnels autour, mais je l'ai vu aussi dans Paris, où ça existe encore, et ça m'a fait plaisir, des cabinets de groupe, pas des centres de santé, des cabinets de groupe, où des jeunes se disaient « Nous sommes des médecins de famille ». Vous pouvez rester optimiste. Nous sommes des médecins de famille, où là, ils sont en train aussi d'expérimenter la prise en charge d'un patient de façon globale à l'année. Et ça, c'est super intéressant, d'abord dans l'état d'esprit. Et donc, on a ces deux modèles qui sont en cours d'expérimentation. Et je crois qu'il sera très intéressant de regarder l'évaluation qui sera faite au mois de juin, à mi-parcours de l'expérimentation. Pascal, on arrive au terme de cette émission, 1 heure. Conclusion. Vous savez, en vous écoutant, on a l'impression que vous êtes, enfin, pas vous directement, puisque vous avez dit plusieurs fois que vous étiez une élue de terrain, que vous êtes devenu décentralisateur. Enfin, je parle de la majorité présidentielle. Est-ce que c'est vrai? C'est une fausse impression? Une bonne impression? Si c'est votre impression, c'est forcément une bonne impression. Merci. Décentralisation ou déconcentration quand même? On a annoncé que finalement, vous avez l'impression, ça donne l'impression que vous avez envie vraiment d'écouter le terrain, peut-être de donner de nouvelles responsabilités. Non, mais d'abord, c'est mon ADN. Oui, donc oui, ça j'en suis à peu près convaincu. Ça, c'est mon ADN. Donc, je parlais du président de la République que vous citez, et de la Première ministre, évidemment. Mais je le redis, sans doute que la création de ce ministère inédit, qu'il faut inventer, c'est la traduction de la volonté du président de la République de faire avec les territoires, à partir des territoires et ensemble. Vous reconnaîtrez que c'est assez nouveau. Enfin,
dans la logique Eh ben ça veut dire de la que politique de M. Macron. ça veut dire qu'on sait aussi regarder ce qui se passe, on sait aussi s'adapter à l'évolution, j'allais dire, de notre système politique. Et parfois, c'est bien aussi d'évoluer. Oui, Et donc c'est clairement une volonté. Oui, donc vous êtes vraiment une première de cordée. Vous savez, en vous écoutant... Conclusion, Pascal. L'heure est terminée. Oui, c'est terminé. À vous écouter, je me suis dit, à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Ça vous... Hein, Cid. Ouais, Bravo, c'est vous plutôt avez, gentil. vous avez de grands chantiers, effectivement. Merci. J'ai des beaux chantiers, oui. Merci à toutes et à tous. On a été très heureux de passer, madame, cette heure avec vous. Merci aux équipes Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, Philippe Longlade, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et à Hortus. Merci à nos partenaires, à BVA, le groupe Pasteur Mutualité, très bel établissement ici, la Villa M. Nous remercions et félicitons toutes les équipes de la Villa M. Et puis, je resalue à nouveau Michel Cazogade qui est avec nous et qui vous écoute, Point Vision. Et je vois que le président est avec nous également, Caire, toujours fidèle. Merci à tous et à toutes et à la prochaine fois. Et bon voyage, surtout dans vos multiples voyages. Allez en Oregon, c'est pas mal. Non, bon travaux. Oui, mais bon voyage. Je ne fais pas du tourisme, Ah, mais là- je peux vous assurer. Hein. Mais l'Oregon, c'est pas mal. Merci. L'Oregon, c'est pas mal. Merci beaucoup.